Le sociologue. Certains sociologues ont définitivement un problème avec la sociologie et ses méthodes. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Ça semble pourtant assez simple: observer, comparer puis critiquer les faits sociaux pour tenter de comprendre et d'expliquer les interactions sociales. En tout cas, voilà en gros la méthode de cette discipline qu'Auguste Comte appelait la physique sociale. Si la sociologie dérange, pour paraphraser Bourdieu, elle ne sert pas non plus à dire des bêtises, surtout qu'en matière de bêtises, le pire c'est quand elle insiste avec arrogance et fracas. Au pied de mur, et encore au seuil même du chemin, le sociologue observe un fait social donné et en l'occurrence des manifestations dans la diaspora contre le régime et celui qui les incarne. Il choisit comme angle d'observation les origines ethniques des acteurs, ce qui est un choix et même un droit. Mais le sociologue, par ce choix, oublie qu'il choisit par le fait même d'écarter de son champ d'observation l'action en elle-même, notamment dans ses dynamiques historiques et ses mutations, les demandes concrètes formulées, etc., qui sont tout autant des angles d'observation pertinents. Il pouvait aussi observer les différents corps socio-professionnels, les classes sociales ou même les tranches d'âge de ces acteurs par exemple. Et nous n'en sommes rendus là qu'au seuil de l'analyse du sociologue, qu'il a déjà une observation partielle voire partiale. On a en effet le droit d'être partial ou même partisan, encore faut-il l'assumer, et il s'ensuit le devoir de se distancer de la posture d'expert qui se veut objective. Mais contre toute attente, et sans comparer ni critiquer son observation initiale essentiellement faite sous l'angle ethnographique, sans exercer ni le doute méthodique ni même sceptique, sans prudence, bref sans la distanciation du scientifique, le sociologue conclut immédiatement que ces manifestations seraient selon lui le cache-sexe, dont le dessein et le projet seraient en gros de conquérir le pouvoir afin de réduire les autres communautés en servitude. Quel grand écart! Et on appelle ça des faits sociaux de surcroît. D'une part, on diabolise une communauté aux yeux des autres communautés, accusant ses ressortissants de vouloir les réduire à la servitude, la diabolisation, et d'autre part on nie par voie de conséquence à cette communauté la citoyenneté. On fait parler des faits pour soutenir une thèse conspirationniste en diabolisant les membres d'une certaine communauté. Et si on ose une critique de l'analyse du sociologue, on me demandera à quel titre, et je répondais en ma qualité de roseau pensant, tiré du cogito ergo sum cartésien par exemple. On pourra constater une certaine pauvreté. Si l'analyse sociologique consiste à moissonner des statistiques sur les origines des acteurs de faits sociaux ou à la juxtaposition de statistiques ethniques biaisées, il faut bien convenir qu'il s'agit d'une bien maigre moisson et d'une bien piètre sociologie, au point où il vaudrait mieux ne pas rattacher une telle démarche à celle de la sociologie. Et il vaut mieux pour un tel sociologie s'il en est un qu'il soit simplement un piètre. Car au moins en cette qualité, il peut prétendre au bénéfice de la bonne foi, et de la bonne foi au sens juridique terme, c'est-à-dire susceptible de lui ouvrir le bénéfice de circonstances atténuantes. Si en revanche le sociologue assume une telle analyse du haut d'une scientificité à renommée internationale réclamée, il ressemblera dès lors à un monstre. C'est pourquoi il vaut mieux pour lui d'être un piètre sociologue plutôt qu'un monstre sociologue. Car les monstres intellectuels sont souvent mis à contribution pour apporter des cautions pseudo-scientifiques à la cruauté et la barbarie, comme on l'a vu au Rwanda et ailleurs. C'est ce qu'on pourrait appeler un usage politique ou tribaliste de la science ou l'instrumentalisation politique des savoirs. Léon Mujezra était bien un universitaire et homme de lettres qui a enseigné au Rwanda et même au Canada. Mais sa condamnation pour les propos haineux qu'il avait tenus incitant au génocide des Tutsis n'était en rien le jugement de ses titres, grades et compétences académiques. Si Goebbels ne s'était pas suicidé, il aurait probablement fait face au procès de Nuremberg, non pas pour y défendre à nouveau la thèse de doctorat qu'il avait obtenue, mais bien pour répondre de ses actes ignobles dans le déroulement de la Shoah et son discours antisémite, la nuit de cristal en par exemple. On peut aussi citer Georges Niangorambois, le théoricien de l'ivoirité et de la stigmatisation des Dioula. Que les monstres intellectuels le notent bien et en prennent acte, car c'est l'histoire qui l'enseigne. Si ce qui intéresse définitivement un sociologue de rang magistral ce sont les origines des manifestants, celles des habitants des flancs de montagne ou des bas-fonds de nos bidonvilles, et à défaut le nombre de procès gagnés par certains avocaillons, sans importance, ou leur carrière et pas les idées défendues, alors ce n'est plus seulement le hors-sujet d'un piètre sociologue qui est à plaindre. Si ce n'est pas l'expression d'une haine compulsive, ça devient ce que Camus appelle la bêtise. Et malheureusement elle insiste toujours. Un avocaillon. Pour rappel, les petits esprits s'intéressent aux personnes. Le Congo ça en somme. Pour rappel, le professeur Claude Abbé a qualifié Maître Jouhou de avocaton. Sur le plateau de Canal 2 International hier dimanche, suite à la sortie de Maître Jouhou sur les antennes de Equinox TV sur son analyse biaisée des origines des manifestants de Genève. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la